Alexandre Langlois, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigipolice et également agent de renseignement au renseignement territorial. On se connaît, vous êtes déjà venu sur la chaîne. Vous avez fait une vidéo sur le média qui a été très suivie, bientôt 600 000 vues. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que votre hiérarchie vous reproche? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste décrit la réalité de ce qui se passait, un peu ce que personne ne veut dire en fait, c'est-à-dire qu'on veut toujours incriminer des policiers sur le terrain, sur les manifestations Gilets jaunes notamment, on veut incriminer les Gilets jaunes pour leur violence, et on oublie qu'il y a un metteur en scène derrière qui organise un peu tout ce cirque. Et donc en fait dans tous les dépôts de plainte, les prises de parole, les augmentations des tensions, on oublie un acteur principal, c'est celui qui donne les ordres, celui qui place les policiers, celui qui forme les policiers, et donc c'était un peu recadrer le débat aussi sur une souffrance dans notre profession. Depuis le début de l'année, nous avons 9 de nos collègues qui sont suicidés, donc quasiment un tous les 2 jours. C'est un record absolu. L'année dernière, on a fini à 36, donc on est déjà à la moitié de ce qu'on a perdu comme collègues l'année dernière. Des conditions de travail insupportables, une hiérarchie qui met une pression insupportable pour nos collègues disciplinairement dès qu'on leur déplaît ou qu'on peut porter atteinte à leur ego. Ils utilisent également la médecine statutaire. Donc c'était l'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens très propres. Qu'est-ce que vous avez dit qui les a tant énervés? Ça remonte sur une année en fait, ce que ça fait depuis une année qu'on les embête un petit peu. On avait commencé à les embêter sur des faux en écriture publique et escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics parce que nos directeurs falsifiaient les chiffres de délinquance à la baisse et ils touchent des primes dessus, donc de l'argent public sur un travail qu'ils n'ont pas fait. Tout ça? On a des preuves de tout ça, on a fait une dénonciation également, on va sans doute saisir un juge d'instruction parce que la dénonciation auprès du procureur n'avance pas très vite. Nous avions saisi le parquet financier dans un premier temps qui a shooté l'affaire pour la renvoyer au procureur de Marseille où nos collègues nous avaient donné les éléments. Ça avait été médiatisé, c'est pour ça que ça leur a cassé les pieds. D'abord Europe 1, le Canard enchaîné le 20h sur France 2. Et à chaque fois une défense différente de notre administration. La première défense c'était il y a des erreurs dans le logiciel. Deuxième défense, après le deuxième passage, c'était non, il y a 2 fonctionnaires aigris qui nous en veulent. Troisième défense de la direction, ça a été ah ben non, finalement en fait il y a bien des problèmes, mais j'ai pas donné d'ordre de falsifier les chiffres. Et dernière défense, ça a été oui bon, la délinquance a bien baissé, pas autant qu'on l'a dit, hein, on est d'accord, mais elle a quand même baissé. Et au final, il y a eu un audit interne qui avait été demandé pour vérifier qu'on avait menti du coup par notre direction. Malheureusement, le rapport nous donne raison et du coup, le directeur général de la police nationale ne veut pas nous le donner, très curieusement. Donc c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. J'ai été auditionné à l'IGPN parce qu'on avait porté plainte à l'IGPN, parce que n'importe quel citoyen peut saisir l'IGPN quand un policier commet des actes délictuels, voire criminels. Et on s'est dit, on va jouer le jeu, on va dénoncer des actes criminels, voire délictuels, de notre directeur général de la police nationale et du directeur de la sécurité publique de Marseille. Donc l'IGPN a commencé par nous envoyer un mail de menace en disant, on enregistre bien votre chose, par contre, à force de titiller le directeur, on va vous trouver des procédures, on va vous attaquer administrativement, judiciairement, et grosso modo, pour résumer, vous allez le payer. On leur a dit, on n'est pas là pour vous demander votre avis, mais pour que vous fassiez votre travail. Donc la deuxième réponse a été, bon écoutez, on va suivre la procédure habituelle, et c'est le directeur général qui est destinataire de l'enquête, qui va choisir s'il va s'auto-poursuivre ou pas. Résultat des courses, j'ai été envoyé à l'IGPN pour manque de loyauté envers le directeur. Et le directeur n'a pas été inquiété pour l'histoire. Même pire que ça, il m'a envoyé... Un peu plus tard, après cette enquête IGPN, il m'a envoyé également pour diffamation parce que j'avais dit qu'il allait toucher des primes et qu'il allait avoir des augmentations grâce à cette procédure de falsification de chiffres. Pour le moment, le procureur a classé sans suite. Et l'enquête IGPN, où j'ai pu être assisté d'un journaliste de Marianne, qui a également été menacé pendant cet entretien, les personnes de l'IGPN ont dit si la moindre ligne sort de cet entretien, on va vous faire des poursuites. Le journaliste de Marianne a dit mais attendez, moi je ne suis pas du tout policier, comment vous voulez me poursuivre? Ils ont dit on trouvera. Bon, très bien, le journaliste a dit, bon, j'en prends bonne note. Tout ça, vous avez des traces de tout ça? On a des traces. Moi, j'ai publié intégralement l'audition que j'avais subie IGPN sur Internet, parce que j'ai une très bonne mémoire, quasiment au mot près. Et donc, j'ai demandé un conseil à un avocat qui nous suit au niveau administratif. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut publier ou pas? Il m'a dit, comme c'est vos données personnelles, la seule chose, vous pouvez le publier effectivement, la seule chose qu'on pourrait retenir, c'est une tentative d'intimidation de l'administration contre vous. Donc, on a publié. L'administration donc, a donné des décisions de justice tronquées durant cet entretien pour me mettre en porte-à-faux, alors que les décisions de justice, quand on les lisait jusqu'au bout, me donnaient raison, ou alors n'avaient carrément rien à voir avec le sujet. Et à la fin, pour essayer de m'avoir, ils m'ont présenté un document qui est faux. Ils avaient produit un faux document en me disant pourquoi vous l'avez écrit. Mais j'aurais dit je ne l'ai pas écrit. Ils nous ont dit c'est pas la question c'est pourquoi vous l'avez écrit. J'ai dit je ne peux pas répondre à votre question, mais ils ont dit c'est nous qui faisons les questions.
Et après, ils m'ont dit, bah, du coup, je ne peux pas. Donc, vous refusez de répondre à la question. J'ai dit non, je vous montre le document, vous me dites, vous l'avez pris sur le site internet de Vigie, je vous montre le site, le document que vous me présentez n'existe pas dans la forme sous laquelle vous me présentez. Donc voilà, on en est là. Et à savoir que cet entretien, c'est basé sur ce que j'ai fait pour mon activité syndicale pour que je sois sanctionné dans mon activité professionnelle. Ce qui normalement est une chose impossible en droit français. Voilà. Et une dernière précision également sur l'IGPN, c'est que l'IGPN, donc c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, la police qui enquête sur la... Ils font bien leur boulot d'habitude. Non, jamais, non. Je vais donner plein d'exemples, mais juste une chose légale, c'est que en France, en fait, la France a ratifié un code éthique de police européen en 2001. Et dedans, il y avait marqué qu'il serait applicable dans tous les pays signataires au moment où un nouveau code de déontologie serait repris pour la police dans chaque pays signataire. Donc la France a signé un code de déontologie en 2014 qui fait exactement l'inverse que ce code éthique. Et dedans, notamment, il y a une chose du code éthique européen qui dit la police n'a pas le droit d'enquêter sur la police. Il faut qu'il y ait des magistrats, il faut qu'il y ait des gens de la personnalité civile, il faut qu'il y ait des policiers pour donner un point de vue, mais qui soient juste là pour éclairer les personnes dans ça. La France a choisi de garder une police qui enquête sur la police, qui est à la fois décriée par les policiers eux-mêmes qui en ont marre de cette opacité et décriée également par la population qui dit qu'il y a opacité. Donc les seuls qui sont contents de cette institution sont le gouvernement et notre haute hiérarchie. Donc ils font leur travail ou pas, c'est là où j'allais revenir, ça dépend des décisions. Quand on a eu le nouveau code de déontologie, j'avais posé la question, on a une formation obligatoire, ils n'ont pas le temps de nous former des fois sur l'armement, sur des procédures. Par contre, pour nous faire du bourrage de crâne sur le nouveau code de déontologie en 2014, tout le monde devait être formé en 1 an. Voilà, et ils ont tenu la route. Donc j'avais posé la question, je disais, bah, écoutez, on a un problème dans ce code, c'est que bah, y a des décisions de l'IGPN, mais est-ce qu'on pourrait avoir des décisions globales pour avoir une sorte de jurisprudence, comment vous décidez? Ils ont dit, bah non, on juge au cas par cas, donc on ne peut pas vous donner de généralité. Donc pour expliquer le cas par cas, c'était dans le Parisien en 2010, et il y a un commissaire de police qui était en poste à Sanaa, l'ambassade, en tant que officier de liaison. Il sort de l'ambassade bourré avec le véhicule de service, écrase un enfant, le tue, prend la fuite. Il retourne à l'ambassade, le syndicat des commissaires monte au créneau, disant l'ambassadeur séquestre notre adhérent. La famille de la victime, donc de l'enfant qui est mort quand même, demande le prix du sang, 300 000 euros. Résultat des courses, l'ambassadeur saute. L'État français paye la rançon, enfin le prix du sang à la famille. Et le commissaire a été sanctionné de la lourde peine d'être nommé chef DRG à Ajaccio. Voilà. Un collègue adjoint technique vole des steaks périmés, enfin vole, s'il a été accusé d'avoir volé des steaks périmés parce qu'il voulait les donner pour ses chiens. Il dit, c'est périmé, je vole quoi? Ils ont dit, vous êtes un sale voleur et on va vous demander une mise à pied de 3 mois. Bon, on lui a dit, donc on l'a défendu, il est au moins que ça, mais c'est le 2 poids 2 mesures. Un, peut tuer un enfant en état d'ivresse, quelqu'un vole des steaks périmés, enfin je veux dire, ils allaient à la poubelle. Il y a là autre chose également assez grave, nous avons le directeur du renseignement parisien, adjoint à l'époque, en 2016, au moment des attentats. Il avait pris l'argent qui devait servir à payer la surveillance antiterroriste. Preuve de tout ça? Ah, c'est dans la presse, c'est sorti dans la presse, dans le Parisien à chaque fois, notamment, dans Le Point aussi. Et après, on reprend et on étaye avec des collègues qui nous apportent les témoignages, mais si on tape sur Internet, on trouve dans la presse de façon générale. Donc, M. Delef, qui avait pris dans la caisse pour payer la surveillance antiterroriste, notamment des cellules qui auraient pu participer au Bataclan, parce qu'il avait du mal à payer les traites de son château en province. Voilà, il avait du mal à boucler ses fins de mois. Donc dans la période où il a fait ça, il y a eu les attentats donc, du Bataclan. L'administration a juste dit, bon, ben, il a rendu l'argent, on va le déplacer. Pas d'autre sanction que le déplacer de service. Et du coup, ils n'ont pas posé la question, aller enquêter, savoir si plus loin, le fait qu'il ait volé cet argent, emprunté cet argent, comme ils ont dit gentiment, avait eu un impact sur les services de façon opérationnelle. Ils n'ont pas cherché à savoir si oui ou non il y avait un impact. Donc voilà, donc il y a toujours un 2 poids, 2 mesures. Un autre exemple, là c'est à l'inverse, c'est une collègue gardien de la paix qui prend un véhicule de service. Elle constate que les freins sont en fin de vie, les pneus sont lisses. Elle consigne tout dans le cahier en disant voilà, il y a des sérieux problèmes. Elle va voir son chef, elle dit bah, écoutez, je ne peux pas prendre le véhicule. Il dit bah, il n'y a pas d'autre véhicule, prenez-le quand même, c'est un ordre. Très bien. Et malheureusement, cette collègue percute à un passage piéton devant le palais de justice et percute une greffière parce que la voiture ne répond plus. La réponse de l'administration dit bah, écoutez, moi j'avais l'ordre de prendre le véhicule. Ah non, non, on n'a jamais dit ça. Et en plus, vous saviez pertinemment que le véhicule ne marchait pas. La preuve, vous l'avez consigné dans le cahier. Donc on est toujours sur des procédures comme ça. Protéger, donc l'IGPN est capable de protéger à partir d'un certain niveau de hiérarchie. Un certain haut niveau, il nous incrimine pour divers motifs.
Donc, les bœufs carottes, c'est pour les gardiens de la paix lambda. C'est ça, officiers également qui Donc, prennent, les adjoints techniques, administratifs. on les appelle comme ça depuis le film Ripou contre Ripou. Voilà. Donc normalement, ils sont très respectés parce qu'ils font leur boulot, mais vous êtes en train de me dire qu'à partir d'un certain niveau de hiérarchie, ça ferme un peu les yeux, c'est ça? Ça ferme complètement les yeux. Ou alors, il faut qu'un commissaire ait vraiment déplu à ses pairs au gouvernement, comme le commissaire Néret, ou quelques commissaires qui ont fait la une, voilà, parce qu'ils avaient déplu au sérail par des méthodes qui ne correspondaient pas, ou sur d'autres sujets d'où nous n'avions même Il pas. avait quand même abusé, hein. Il avait abusé, nous sommes bien d'accord, mais en fait, d'autres ont fait pire, n'ont pas été incriminés. C'est ça que je veux dire. Des exemples? Celui qui a tué un enfant, je veux dire, ça me semble assez pire de tuer un enfant en état d'ivresse et prendre la fuite, que après, effectivement, ce qu'il a fait est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que l'institution enquête que sur les personnes qui commettent des fautes, mais qu'ils ont dans le viseur. Il y en a qui commettent des fautes très graves, qui ne sont jamais inquiétés. Tout simplement, quand nous avons nous avons dénoncé les GPN, les détournements de fonds publics et les falsifications des statistiques de la délinquance, c'est pas le directeur qui a été incriminé par les GPN, c'est nous qui avons été incriminés pour manque de loyauté. Donc il y a vraiment un souci dans la police nationale. Voilà. Et après, il y a une chose qui se serve également de façon générale, c'est le discernement. Un commissaire fait souvent preuve du bon discernement, c'est dans notre code de déontologie. Par contre, en dessous, on fait souvent preuve du mauvais discernement. Ils peuvent nous sanctionner pour ça. Le discernement en matière juridique est assez subjectif. Un texte juridique devrait être carré, on ne devrait pas savoir c'est blanc, c'est noir, et puis il n'y a pas d'interprétation possible. Le discernement permet de faire tout et n'importe quoi selon les besoins de la situation. Et également, certains gardiens de la paix peuvent être incriminés alors qu'ils n'ont rien fait, comme ça peut être souvent le cas, parce qu'il y a besoin, pour l'opinion publique, de sacrifier un policier, et à l'inverse, un policier qui peut avoir commis des fautes, qui est gardien de la paix également, mais à ce moment-là, il faut sauver la police coûte que coûte, pourra être innocenté, parce qu'il y en a besoin pour la com gouvernementale. Donc pour nous, s'il y a une police en ce moment qui pourrait être entre guillemets politique, ce serait l'IGPN qui est aux ordres et au service de notre belle maison police et gouvernement. Et sur les chiffres de la délinquance, j'y pense. Peu n'engage que vous, hein. Hein, oui, non, mais bien sûr. Sur les chiffres de la délinquance, excusez-moi de vous avoir coupé. Les chiffres de la délinquance, c'est que nous, effectivement, on a eu les collègues qui ont témoigné, mais il y a également un rapport de l'IGA, donc c'est l'inspection générale de l'administration, et 2 rapports parlementaires qui savent que les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Ils n'étaient pas allés jusqu'au bout de la conclusion, mais il y a également des documents officiels qui vont dans ce sens-là. Voilà, et après, dans les faits, je vais prendre, parce que c'est sur Marseille, la délinquance baisse depuis des années de façon exponentielle, et juste après la publication des chiffres en 2018, on se tirait dessus à la Kalachnikov dans la cité. Donc c'est pour montrer qu'il y a une déconnexion entre les chiffres officiels, ce qui a aussi un impact, parce qu'après, les politiques, des fois plus honnêtes, disent on va déployer les policiers en fonction de la carte de la délinquance qu'on nous a donnée, donc c'est un impact pour les policiers qui vont travailler sur le terrain, et la population qui n'aura pas le service de police pour assurer sa sécurité, parce que des gens ont menti sur les statistiques. Vous me sidérez là.